Dzogchen Today podcast. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série exceptionnelle des podcasts de Dzogchen Today. Bonjour. Consacrée à l'univers, au Dzogchen et à nous. Donc, je suis Nils, votre hôte, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons ensemble explorer des sujets d'actualité et la manière dont la tradition de la grande perfection du Dzogchen donc voit les choses et ce que cela peut nous apporter concrètement. Dans ce premier épisode, nous allons commencer par explorer la réalité de ce que nous sommes en tant qu'individus, de moi, en tant qu'être humain. Donc indubitablement, si vous nous regardez ou si vous nous écoutez, c'est que vous en êtes un, alors bravo, cela va vous concerner sans aucun doute. Et pour cela, nous accueillons Mila Kentsé-Rinpoché et Damien Brohon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci. Avec plaisir. Mila Kentsé, vous êtes chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen. Vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe, et vous êtes un détenteur de lignée. Tout à fait. Damien Brohon, vous êtes enseignant en art, artiste et auteur. Vous enseignez également le bouddhisme depuis de nombreuses années dans les pays francophones, dans différents cadres. Tout à fait. Et donc, encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et sans transition, je vous propose de démarrer avec une première question. En ce moment, avec les intelligences artificielles notamment, il y a à la fois beaucoup d'interrogations philosophiques sur ce que c'est que d'être humain, et en même temps la réalité de l'expérience de chacun d'entre nous, qui éprouvons des sensations, des émotions, élaborons des réflexions, sans qu'on réussisse à faire le lien entre ces questionnements théoriques et notre expérience quotidienne. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à être humain ? Est-ce que le Dzogchen peut nous aider à y voir plus clair ? Damien ? On pourrait commencer par dire que être humain, c'est avoir une capacité à comprendre, analyser, discerner les phénomènes, qui est en même temps mélangé à une certaine confusion. Qui fait que si on a cette capacité à connaître, il nous arrive aussi de manquer beaucoup de choses dans la compréhension de notre propre expérience. On pourrait déjà dire, pour commencer une définition, qu'être humain, c'est ça. C'est avoir cette capacité d'intelligence, de discernement, qui ne s'emploie pas toujours complètement, parfaitement, à comprendre ce qu'elle est elle-même finalement. Peut-être qu'on peut dire aussi que ce qui vraiment caractérise l'être humain, ce sont ses émotions. Et c'est vrai que, pour faire le parallèle avec l'IA, par exemple, l'IA peut apprendre, peut se développer, etc. Mais la caractéristique d'éprouver des émotions, d'avoir une particularité qui est de sentir le monde, sentir les autres, avoir une perception qui est une perception tournée vers l'agréable ou le désagréable, vers j'aime ou j'aime pas. Ça, on pourrait dire aussi que ça fait partie des caractéristiques de l'être humain en propre. Et ça, avec une incarnation, avec un corps, qui est aussi une grosse différence avec les intelligences artificielles, parce que ce ressenti dont Rinpoché parle, il se fait dans un corps. Et cette intelligence humaine est basée là-dessus. Donc les intelligences artificielles ne font qu'imiter ça sur la base d'une grosse puissance de calcul, mais ne peuvent pas être dans ce retour sur l'expérience, qui est cette véritable conscience qu'amène un corps, esprit, qui est le cœur même de la condition humaine. Parce qu'on pourrait quand même penser que justement, d'une manière ou d'une autre, les intelligences artificielles réagissent puisqu'on interagit avec elles. Mais donc ça voudrait dire que de leur côté, si on peut parler comme ça, en fait c'est une réaction sans sensation, sans programmée en fait. Voilà, c'est ça. C'est une réaction programmée automatiquement. Et là où la réaction de l'être humain est un petit peu différente quand même, c'est que elle peut être préprogrammée entre guillemets par ses habitudes, mais c'est pas un programme spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de réactions différentes par rapport aux conditions différentes, par rapport aux personnes différentes qui sont en face de nous ou pas, par rapport à nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que la caractéristique aussi principale de l'être humain, c'est qu'il peut éprouver des émotions, des sensations, etc. en étant tout seul. Et donc, le fait par exemple, de se poser la question, de se remémorer, de se poser des questions, par exemple, sur est-ce que j'aime ou j'aime pas tel ou une telle, qu'est-ce que j'éprouve par rapport à elle ou à lui, c'est vraiment une caractéristique qui va mêler en même temps la pensée, en même temps les émotions,
et en même temps des sensations agréables ou désagréables, voire même neutres. Ça, c'est la caractéristique aussi de la définition des sensations du Dzogchen. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on soit seul en tant qu'être humain ou que l'on soit accompagné, les émotions, les sensations sont toujours présentes et ne sont pas préprogrammées, elles dépendent également des conditions. Donc on pourrait dire que l'être humain est un ensemble beaucoup plus complexe que l'intelligence artificielle ou le principe de robotique, etc., qui ne fait que recopier, copier, et même si c'est excellemment bien copié, le panel de réactions, le panel de possibilités en termes cognitifs, en termes émotionnels, en termes sensationnels est beaucoup plus réduit, bien sûr, que ceux de l'être humain. Donc il y a une notion de complexité, mais aussi de subtilité, peut-être. Damien Brouon, vous avez parlé de corps tout à l'heure. Il y a toutes les... ce qu'on appelle traditionnellement toutes les manières de percevoir, donc de sentir, de voir, donc toutes choses auxquelles les intelligences artificielles n'ont pas accès, et donc qui réduisent forcément, on va dire, leur capacité à interagir. Pour l'instant, peut-être que certaines personnes ou certains spécialistes pourraient vous dire, pour l'instant, puisqu'elles sont en constant apprentissage, constante évolution. Mais ce qui fait aussi la particularité de l'être humain par rapport au monde artificiel, au monde des machines, c'est aussi les perceptions. Le fait de pouvoir percevoir la réalité par la vision, par l'audition, le fait de goûter, etc. Donc ces 5 sens vont travailler automatiquement, c'est peut-être pas le bon terme, mais vont interagir automatiquement avec aussi les émotions, avec les sensations que l'être humain a, avec sa pensée, et avec ce que l'on pourrait appeler, ce qu'on appelle maintenant de manière un peu générale, l'intuition. Donc une perception beaucoup plus directe, une perception beaucoup plus intuitive de la réalité qui fait appel justement à tout ça en même temps. Et ça, je pense que pour l'instant, en tous les cas, l'intelligence artificielle ne possède pas cette caractéristique-là. Oui, c'est ça, elle calcule des statistiques de ce qui est probable, comme les intelligences artificielles de conversation, elles calculent sur la base d'une analyse du langage ce qu'il est le plus probable de répondre à telle question. Derrière ça, il n'y a pas de réflexivité, de retour sur sa propre expérience. Effectivement, comme Rinpoche vient de le dire, quand on parle de conscience, on parle traditionnellement de 6 consciences. C'est-à-dire qu'il y a une conscience mentale, mais il y a 5 consciences sensorielles. Là, je pense que c'est très important à dire. Il y a une conscience somatique, par exemple, qui est celle propre du corps. Et c'est l'interaction de tout ça qui produit ce qu'il y a de propre à l'intelligence humaine. Et puis, par ailleurs, il y a la perspective qui est celle des enseignements dont on parle ici, de développer cette intuition jusqu'à ce qu'elle devienne sagesse, qui reconnaît sa propre nature et qui se libère de ses propres conditionnements. Alors, jusqu'à plus ample informé, les intelligences artificielles ne peuvent pas ça. Même si elles pourraient certainement mimer les paroles d'un grand sage. Oui, c'est tout le paradoxe. Mais elles ne peuvent pas ça. Et ça aussi, c'est une particularité de l'esprit humain, c'est d'avoir cette capacité que cette intuition qu'on a tous en tant qu'être humain mûrisse comme sagesse. Et du coup, ça me fait rebondir sur notre deuxième question, sur cette notion d'individualité, justement. Parce que là, de ce que vous avez dit, il y a plein de choses qui interagissent ensemble, et on a l'impression qu'il y a un noyau qui, dans notre société, on pourrait dire un individu, en fait, tout simplement, moi, par exemple, qui est au centre de tout ça et qui va interagir avec ce monde-là, avoir des sensations, des émotions, penser qu'une intelligence artificielle nous répond à nous et donc réagit à nos émotions. Et donc, fondé quand même sur un aspect de soi qui va perdurer, donc quelque chose qui est indestructible et éternel. On a déjà, comme vous avez déjà commencé à répondre un peu à cette question-là, mais quelle définition de l'individu donne justement le Dzogchen par rapport à ça, et comment parvenir à relier cette conscience d'être tous différents. Donc, moi, je suis différent de vous, je suis différent de vous, Damien, etc. Et en même temps, on partage une expérience commune. Comment naviguer là-dedans ? Comment moi, les autres, et cette expérience commune, d'une certaine manière, partagée ? Qu'est-ce que peut nous dire le Dzogchen, la grande perfection, là-dessus ? Elle peut dire plein de choses. J'imagine. Il y a beaucoup de choses. Énormément de choses. Ouais. On pourrait dire qu'il y a 2 réalités, il y a 2 différences en fait à faire.
peut-être que celle que l'on connaît de manière habituelle, de manière générale, encore une fois, donc, basée sur ce que l'on a dit auparavant, c'est une alchimie entre tous ces phénomènes-là, c'est-à-dire c'est une rencontre entre tous les phénomènes des perceptions, donc du monde des sens, de la cognition, le fait de penser fait partie aussi dans l'individu, au sein même de l'individu, de cette rencontre-là, les émotions de notre côté. Et donc, l'individu, pour le Dzogchen, d'un côté, ce que l'on appelle la réalité relative, la vérité relative dans le monde bouddhiste, c'est une définition de l'individu basée sur l'interaction de tout ça. Et donc, l'individu est à la jonction, par exemple, la rencontre de la pensée, d'une émotion, ce qui va engendrer un aspect, par exemple, particulier de « je suis en bonne santé, je suis bien et tout va bien aujourd'hui ». Donc cette réaction-là va être jugée comme étant positive par l'individu que nous sommes. Et donc il est déterminé là par son émotion, sa pensée et la sensation qu'il éprouve. Et donc cet individu va se déterminer à ce moment-là par cette alchimie entre ces divers éléments. Mais peut-être que 15 minutes après, hop, accident de chèvre, une chèvre me percute. Je suis pas sûr que ça arrive. Ah si, ça m'arrive tous les jours. Ça arrive pas très souvent. À la campagne. Tout le temps, c'est très régulier. Et donc, le choc qui en résulte me fait perdre ma condition précédente et en redétermine une autre, qui est par exemple la souffrance engendrée par les cornes de la chèvre au niveau de ma cuisse, par exemple, ou dans mes fesses, encore plus douloureux. Et le vélo qui me percute aussi, par exemple. Le vélo aussi. Que je salue en traversant. Le vélo qui me percute, ça se passe plutôt à Paris. Là, ou le camion. Mais je suis peut-être plus capable de trop en parler après le camion. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc l'assemblage, en fait, l'alchimie n'est plus la même. Okay. Et ça a évolué vers quelque chose de différent. Donc la douleur, c'est une sensation qui est désagréable. Et cette sensation désagréable est entraînée aussi par une pensée désagréable, par exemple la colère, la colère par rapport à la chèvre qui m'a percuté, et en même temps donc l'émotion qui en résulte, qui est entre la colère, la frustration, le fait en fait d'avoir été peut-être pas vigilant et de m'être fait encorner, etc., etc. Et donc, ça définit encore autre chose, un autre aspect de l'individu, qui n'est plus l'aspect précédent, mais pourtant, il y a une continuité d'expérience. Et donc ça, c'est ce que le Dzogchen définit comme étant la réalité relative de l'individu. Relative, pourquoi ? Parce qu'elle est en relation, elle est automatiquement reliée à ces conditions et à une définition particulière des conditions à un moment donné. Et donc, l'individu pense être toujours présent. Oui, ça commence il est toujours présent. Un peu à m'inquiéter, ce que vous dites, oui. Mais il y a un aspect qui automatiquement va définir l'individu en fonction de tous ces facteurs. Et après, donc, peut-être que... après, ce qui est fascinant, c'est qu'à chaque fois, à chaque moment de ce qui est finalement un flux, où on parle aussi de série psychique, à chaque instant, on a l'impression qu'il y a un moi qui est là et que ce moi est éternel. Et que ça a toujours été comme ça. Et que c'est le même moi, d'instant en instant, qui finalement se perpétuerait au travers de différentes circonstances, mais restant lui-même. Parce qu'à chaque instant, on a ce sentiment d'un moi réellement existant. Donc ça me rassure un peu, justement, parce que là, j'avais l'impression que je ne pouvais me définir que par rapport à ce qui arrivait. Donc il n'y avait rien qui continue, et en même temps, là, ce que vous dites, Damien, c'est qu'il y a quand même cet aspect qui continue et qui fait l'expérience de tout ça. C'est pas exactement ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que à chaque... Oui, malheureusement, cher Nils, je vais devoir continuer à vous dérouter. À chaque instant, on surimpose sur la situation l'idée d'un moi.
Et ce moi se conçoit comme éternel. Mais à bien considérer, d'instant en instant, il est radicalement différent. Donc finalement, l'idée qui se perpétue, qu'il reste le même, est parfaitement illusoire. Par contre, parce que justement, en tant qu'être humain, on a cette capacité réflexive et cette capacité de s'expliquer à soi-même ce qu'est notre expérience, on va se dire, ah bah, le moi, c'est ça, c'est celui qui est en colère, c'est celui qui est heureux, etc. Sauf que d'instant en instant, comme Rinpoche le disait, il vit des choses radicalement différentes. Parce que ce moi, tout à l'heure, vous parliez de la place qu'il prend dans notre culture. Il est aussi célébré, mis en avant, recherché, qu'en fin de compte, introuvable. Puisque ce qu'on identifie comme moi est différent d'instant en instant, parce que d'instant en instant, des causes, des conditions produisent des situations différentes, mais sur lesquelles nous, en tant qu'être ordinaire, on va dire, on va plaquer l'idée d'un moi. Mais c'est un pur label qui n'a pas d'existence en dehors d'une existence purement nominale, en fin de compte. Et il faut ajouter qu'être ordinaire ici n'est pas du tout péjoratif, hein, c'est notre condition d'être humain, et ordinaire dans le sens en fait quotidien. Oui, c'est ça, voilà. Dans notre fonctionnement de base, c'est ça, ouais. C'est notre habitude. On pourrait penser qu'on est du coup tous un peu des fantômes en fait qui évoluons comme ça, sans trop savoir ce que nous sommes. Ou... C'est un peu boulot métro dodo là, à ce moment-là. Hein. On l'entend souvent. À titre personnel, ça peut être complètement mon expérience. Moi, je dirais pas ça exactement. Vous me permettrez d'être en désaccord avec cette vision. Non, c'est pas. Ça nous rend pas quelque chose de fantomatique. Au contraire, ça nous rend la richesse de notre vie, en fin de compte. Parce qu'en la réduisant à l'idée d'un moi, on en fait une sorte de cliché. Le fantôme, c'est le moi qui ne se rencontre jamais dans l'expérience et qui, par contre, nous manipule. Enfin, c'est une sorte d'auto-manipulation parce qu'on cherche à correspondre à cette idée de nous-mêmes qu'on s'est fabriquée. Non. Et qui change d'instant en voilà, instant. Et c'est plutôt quelque chose qui occulte la richesse réelle de notre expérience, qui est justement ce flux, ce rassemblement de causes et de conditions diverses, qui est quelque chose d'extrêmement riche, scintillant, lumineux, ouvert. Non, ça n'a rien de fantomatique, au contraire. C'est là qu'on est pleinement dans la vie ou dans la réalité. Mais ça, on peut véritablement le comprendre ou le réaliser. En tous les cas, la vue que propose le Dzogchen sur un aspect beaucoup plus au-delà des conditions, c'est-à-dire que notre véritable condition en tant qu'être humain, notre véritable nature en tant qu'être humain, est au-delà de ces conditions. Sinon, effectivement, nous ne sommes que des êtres, là, à ce moment-là, complètement fantomatiques, puisque c'est plutôt à ce moment-là qu'il y a une abstraction, en fait, d'expérience, parce qu'il n'y a pas un véritable fond en termes d'existence, puisque l'existence va se définir continuellement, encore et encore, par rapport à ces conditions. Donc là où... le Dzogchen, la proposition du Dzogchen est assez intéressante. C'est qu'il dit que l'individu, en fait, est bien plus que ce qu'il considère être, parce que ne se définissant que au niveau des conditions, c'est-à-dire, par exemple, je vais me définir, voilà, je suis un être humain qui vit dans une ville, je vais me définir par rapport à mon voisin, je vais me définir par rapport à ce que j'aime, ma maison, etc., etc. Et donc, la définition que j'ai de moi-même est extrêmement réduite, et ça, c'est le point de vue du Dzogchen, entendre ça, oui, okay. Dans le sens où ça ne dépend que de ce qui m'entoure et pas véritablement de moi-même, pour le coup. C'est-à-dire que c'est moi par rapport, mais c'est pas moi. Et ce que met en avant le Dzogchen, c'est que ce moi, si on peut l'appeler comme ça... C'est ce moi alchimique. Oui, peut-être. Alors, c'est pas du tout le surmoi ou quoi que ce soit, du tout. Mais ce moi profond, ce moi primordial, eh bien... il est on peut le trouver, et le trouvant, il ne dépend absolument pas des conditions. Donc, il est quelque chose au-delà de toutes les conditions, et il est beaucoup plus intéressant. Une fois qu'on commence à mettre la main dessus, il est beaucoup plus intéressant que celui qui dépend des conditions.
Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Ça donne à nouveau une autre ouverture, en fait, que de pouvoir poursuivre. Oui, que de se penser être un fantôme, hein, oui, c'est sûr. Par exemple. J'espère que c'est pas le cas de tout le monde. Je voudrais juste une dernière question. Merci d'avoir partagé tout cela, qui est un peu, en fait, un peu plus globale, justement, par rapport à nos conditions de vie. On voit bien que ces conditions de vie, le fait de se penser être un fantôme, le fait d'être dans nos habitudes récurrentes et d'avoir de moins en moins d'espace, peut-être, pour penser qu'on est autre chose que ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de la voiture qui marche pas, des enfants qui nous embêtent ou pas, du voisin, etc., etc. Qu'aujourd'hui, ces conditions de vie, elles semblent quand même changer. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde, hein, on le sait, et qui sont plus ou moins inquiétantes, on peut le dire aussi. On a plein d'incertitudes avec le réchauffement climatique, avec la guerre en Ukraine, pour ne parler que de ça, tous les équilibres, en fait, et puis malheureusement aussi dans la bande de Gaza aujourd'hui. Il y a plein de choses qui changent et qui impactent en fait tout l'écosystème Terre, pour parler un peu plus global, donc être humain aussi, et être humain compris, et tous les animaux, les végétaux. Comment l'être humain peut se situer justement dans tout cet écosystème et dans l'action qu'on a aujourd'hui par rapport à tout cet écosystème avec ces choses qui changent, ces conditions de vie qui changent. Quelle perspective on peut avoir, toujours d'un point de vue Dzogchen, bien entendu. Ce qu'on pourrait déjà dire, c'est que quand on voit effectivement tout ce qui se passe, naturellement, on a envie d'action. Mais la question, c'est d'où vient cette action ? À partir de quel espace intérieur est-ce qu'elle peut se développer ? Parce que très souvent, il y a le risque qu'elle ne soit qu'une réaction émotionnelle. Et que même l'intelligence qu'on pourrait apporter dans ses projets, dans ce qu'on entreprend de faire, va être souvent une rationalisation de ses émotions. En fin de compte, des situations de crise, de difficulté, peuvent être vues aussi comme la possibilité d'un retournement. Parce que justement, on voit que les points d'appui qu'on a dans la réalité ne sont pas si fiables et si sûrs que ça. Et qu'il peut y avoir à ce moment-là l'occasion de retourner l'esprit vers l'intérieur, vers sa vraie nature, pour que notre action ne soit pas juste une réaction, mais soit appropriée, parce qu'en accord avec la nature profonde de la réalité. Je pense que c'est une citation d'un grand maître du Dzogchen contemporain, Tulku Urgyen Rinpoche, qui disait le samsara, c'est l'esprit tourné vers l'extérieur et perdu dans ses propres projections. Et ça, dans des moments de crise, on peut être encore plus perdu dans nos projections, dans nos constructions, donc, que nous évoquions tout à l'heure. Il disait, et le nirvana, c'est l'esprit tourné vers l'intérieur et reconnaissant sa véritable nature. Eh bien, justement, ces circonstances peuvent nous amener à ce retournement. Et donc, avoir une action qui soit juste, qui soit appropriée, parce que justement, quand on l'amènera, on ne sera pas encombré de toutes nos illusions, de toutes les idées fausses de nous-mêmes et de la réalité. Le samsara, petite précision, le samsara étant le cycle de la souffrance, oui. Et le nirvana étant son arrêt, la fin en fait du cycle de la souffrance. Mais il y a peut-être aussi, par rapport à la question posée, il y a aussi cette notion-là que, vu que l'être humain fait face aussi à des conditions qu'il juge peut-être comme étant de plus en plus difficiles, de plus en plus contraignantes en termes d'existence. Il y a aussi quand même cette question-là de savoir le temps qu'il nous reste dans notre quotidien de faire ça, justement, de pouvoir se retourner, de pouvoir prendre le temps d'observer son esprit, de bien tout décortiquer. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'entre nous avons ce problème-là, qui est que l'impact des conditions, notre vie est un petit peu folle aussi, pour beaucoup. C'est ça, on est toujours pris dans le faire, dans toujours l'action, on court et toujours... Et voilà. Et le fait de courir et le fait d'être toujours pris dans l'action, impacte beaucoup notre capacité, en fait, à reconnaître, à connaître. Damien, tu disais tout à l'heure que notre capacité d'être humain, c'est aussi connaître la réalité. Mais connaître la réalité, il faut aussi avoir la possibilité de pouvoir la connaître. Et donc là, c'est un petit peu ce grand écart
à l'heure actuelle que beaucoup d'entre nous expérimentons. Absolument. C'est le fait d'un côté de courir comme des poulets sans tête, qui n'est pas une tradition d'ailleurs, et de l'autre côté de pouvoir essayer d'avoir des temps de respiration, des temps possibles pour pouvoir essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que l'on disait tout à l'heure. Découvrir cet aspect de connaissance du moi primordial tout à fait. Vous avez parlé, quelque chose comme ça. Et c'est là où ça commence à être un petit peu difficile de faire se rejoindre les deux pans. Donc il y a une possibilité que le Dzogchen offre, c'est celle d'essayer d'utiliser les conditions actuelles pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire vraiment découvrir ou essayer de découvrir cet aspect du moi primordial, ce moi, au sein même des conditions. Mais là, la difficulté, c'est que ça nécessite automatiquement un entraînement. Et peut-être aussi, l'autre problème, c'est que peu d'entre nous désirons peut-être aussi développer un entraînement dans des conditions un peu difficiles ou ne serait-ce que de penser peut-être à appliquer certaines techniques, certaines recettes, entre guillemets, dans notre quotidien parce que nous pensons être un petit peu dépassés. Donc il y a quand même aussi une notion vraiment très claire d'effort, au moins au début, à essayer d'implémenter, à essayer de développer certains temps dans le quotidien un petit peu fou. Mais si on se rend compte, en fait, si on fait le bilan à la fin de la journée, tiens, il y a eu ce moment-là où j'avais tout à fait la possibilité de simplement me poser sans rien et juste de rester éveillé, on pourrait dire, clair, réveillé avec moi-même et d'observer en fait cet aspect-là beaucoup plus profond, beaucoup plus au-delà des conditions de moi-même. Donc la première des choses et le premier des efforts que demande le Dzogchen, c'est de savoir se retirer aussi des conditions. Parce qu'on est très très souvent, très régulièrement entraîné dans les conditions et on se laisse aussi entraîner par habitude, c'est-à-dire par la répétition en fait de cette habitude de courir, d'être toujours entre boulot, métro, dodo. Et donc le premier effort, c'est de s'aménager, de stopper un temps et de s'aménager un temps, même si c'est juste 30 secondes, c'est déjà ça. C'est déjà ça, c'est ça qui peut nous permettre de reprendre un petit peu de recul par rapport à ce quotidien frénétique et par rapport aux conditions très, on pourrait dire anxiogènes peut-être. Oui, on peut le dire. Et j'ai envie de rajouter que faire ça, c'est un vrai sens de responsabilité par rapport au monde, par rapport à la société. C'est-à-dire que c'est une façon de contribuer. En réalité, même si de l'extérieur, il peut sembler qu'on passe 1 heure à méditer ou qu'on passe une semaine en retraite, en fait, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est se rendre capable, en tant qu'être humain, de mieux utiliser son esprit et donc de mieux agir de façon plus appropriée. Oui, ça rejoint ce que tu disais sur la réaction tout à l'heure. Si tout le monde, continuellement, est dans un processus de réaction, sans réflexion, très certainement que ça ne va pas s'améliorer non plus, on ne va pas aller dans le sens en fait, de la clarté. Et c'est vrai que 100 personnes, 100 de moins en moins de monde avec un recul ou une capacité au recul sur les conditions, sur les événements, etc., si on est toujours dans cet aspect continuel de réaction, la clarté, on la perd de plus en plus. Donc c'est très difficile là de pouvoir prévoir ce que va être le futur de nos sociétés si nous demeurons uniquement dans cet aspect de réaction. Et donc le prélude à l'action pourrait être justement cette connaissance-là pour avoir une action juste, appropriée, claire. Du coup, et utile. Déjà pour soi. Vraiment. Déjà pour soi ouais, et exactement. Ensuite potentiellement utile aussi pour les autres et pour bien. Et pour le monde. Et pour le monde, tout à fait. C'est le bien commun. Eh ben, merci beaucoup pour
pour votre participation. Avec grand Merci plaisir. encore. Il est temps de conclure, donc j'espère que... Déjà, c'est dommage. J'espère que cet épisode vous a plu, et puis ce n'est que le premier d'une série de 3. Ça me rassure. Et nous allons aller plus en profondeur sur l'esprit, le corps et l'univers dans le prochain épisode pour continuer à explorer ces dimensions d'être humain et d'univers. Merci beaucoup. Merci Nils. Et à très bientôt. À très vite. Très vite. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.org.